Arrêtez! N'avancez plus! Détective Mortis de la criminelle. Vous êtes un flic? Surpris, hein? J'ai besoin de votre revolver. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, moi aussi il y a des jours j'hésite à me regarder dans le miroir. Ça va là-dedans? Ouais. Vous êtes prêts? C'est parti pour Flic ou Zombie. Alors, Flic ou Zombie ou Dead Hit en VO est une comédie horrifique américaine sortie en 1988 et réalisée par Mark Goldblatt, dont c'est le premier film. Né à Brooklyn, Mark Goldblatt étudie le cinéma d'abord à l'université du Wisconsin, puis à la London Film School où ses professeurs seront le metteur en scène de théâtre Mike Leigh, le réalisateur Chris Donner et surtout le monteur Frank Clark qui va lui apprendre le métier. Car oui, l'ensemble de la filmographie du mec se résume pratiquement au métier de monteur. Il débute comme beaucoup de mecs avant lui d'ailleurs chez Roger Corman via sa boîte New World Pictures. Ce qui lui permettra de bosser avec des futurs grands tels que Joe Dante pour Piranha et Hurlement, Ron Howard pour Grand Theft Auto, voire John Carpenter accompagné de Rick Rosenthal pour Halloween 2. Très satisfait de son travail, Gail Ann Hurd, l'assistante de Roger Corman, le met en relation avec un jeune cinéaste, un certain James Cameron, qui après son expérience désastreuse sur Piranha 2 est en train de préparer un film de SF novateur à base de robots venus du futur qui doit retourner dans le passé pour tuer quelqu'un qui aura une incidence sur l'avenir. Bref, oui. Vous voyez très bien de quel film je parle. Terminator sort sur les écrans en 1984 et cartonne à travers le monde. Content de leur collaboration, James Cameron décidera par la suite de retravailler avec Mark Goldblatt pour la suite Terminator 2 le jugement dernier, auquel il sera nominé aux Oscars, ainsi que True Lies. Entre temps, il se sera occupé de monter d'excellents films tels que Commando de Mark Lester, Robocop de Paul Verhoeven ou encore Predator 2 de Stephen Hopkins. Cependant, la suite de sa carrière alternera le bon, voire le très bon, mais à côté le moins bon, voire le carrément mauvais. Pour le côté positif, on peut citer Showgirls et Starship Troopers auxquels il retrouve Paul Verhoeven, The Rock et Bad Boys 2 pour Michael Bay, La planète des singes les origines par Rupert Wyatt ou encore Chappie par Neil Blomkamp. Mais parce qu'il faut bien payer ses factures, Super Mario Bros par le duo Rocky Morton et Annabelle Janken. Ouf! J'étais pas prêt pour ça. Bad Company par Joel Schumacher, X-Men 3 par Brett Ratner, L'Exorciste au commencement par Renny Harlin ou encore Twilight 3 Hésitation réalisé par David Slade. Bref, des films certifiés boost de qualité. Mais bon, on va pas s'amuser à regarder toute sa filmographie, c'est pas le but, surtout que ce qui nous intéresse quand même, c'est sa période en tant que réalisateur. Et là, ben ça va aller assez vite parce qu'il y en a que deux. Simplement deux. Commente si t'as la référence. Le film du jour, puis l'année suivante, un bon petit plaisir bien vénère, une des premières adaptations de la comics Marvel au cinéma, The Punisher. Dominé par un Dolph Lundgren qui sortait du succès de Rocky IV, le film est un pur délire décomplexé, animé par une violence graphique très présente, et oui, l'aspect de vengeance du héros transpire tout le long du métrage. Entre esthétique comic book et influence à la John Woo, Punisher propose des scènes d'action bien fun et sanglantes qui arriveraient à envoyer chier le comité de censure. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais ceux qui l'ont découvert durant cette décennie pendant l'avènement de la VHS en gardent un très bon souvenir. Surtout que vu les autres itérations du Punisher sur grand écran qui sont clairement loin d'être excellentes, tu te dis que finalement, ben c'est peut-être la meilleure adaptation du personnage en fait. Si le grand public ne se souviendra pas spécialement de Mark Goldblatt, il restera malgré tout un technicien hors pair qui, grâce à ses talents de monteur, a réussi à créer des œuvres cultes qui ont marqué l'inconscient collectif et la pop culture. Il disait lors d'une interview que sa meilleure partie est d'être capable de créer quelque chose à partir d'un ensemble donné de matériel filmé qui semble être supérieur à la somme de ses parties grâce au sous-texte ainsi que le contrepoint et les performances des comédiens. Donner corps à une histoire grâce aux images. On peut toujours remercier les réalisateurs où l'idée de base vient de leur part, mais où le résultat final doit être aussi félicité par le monteur. Cet homme de l'ombre qui n'obtient pas souvent la reconnaissance qu'il devrait avoir. Mais revenons en 1988, soit 2 ans avant la naissance de votre cher Mr. Cult, comme ça vous savez mon âge, Mark Goldblatt décide de se lancer dans la réalisation et pour se faire la main, il s'essaye au cinéma d'exploitation sur un sous-genre très populaire de l'horreur à l'époque, le film de zombies. Et comme avant lui Dan O'Bannon sur le retour des morts vivants, déjà traité dans cette émission, il décide de miser sur une bonne dose d'humour avec un mix des genres très divertissant,
Ainsi sort Flic ou Zombie. L'histoire Mortis et Bigelow, deux détectives de Los Angeles, réussissent à arrêter une attaque dans une bijouterie par des gangsters qui enchaînaient les braquages. Cependant, les bandits étaient très résistants aux balles et nos héros ont vraiment galéré pour les tuer. Mais après autopsie, les deux détectives découvrent que les braqueurs étaient déjà morts depuis une bonne semaine. Après une enquête dans une usine de produits d'entretien, nos héros vont tomber sur une machine qui fait revivre les morts pendant une durée de 12 heures. Parfait exemple de la série B fantastique plongée dans une cool attitude par un aspect buddy movie bien exploité et rarement vu dans l'horreur. Entre polar ensoleillé, comédie lourdingue et délire zombiesque, Flic ou Zombie mélange parfaitement les genres qu'il investit tout en réussissant à renouveler la mythologie du zombie à une décennie où cette icône horrifique était exploitée à fond aux États-Unis bien sûr, mais également en Europe, en France, en Espagne et surtout en Italie. Niveau caractéristiques, surtout que le titre du film l'explicite plutôt bien, Roger Mortis, interprété par Treat Williams, meurt au début du film et on utilise la machine pour le ressusciter. Certes, l'aspect contamination et l'envie de bouffer de la chair humaine n'est pas mis en avant, cependant il ne sent plus la douleur et son corps semble invincible. Malheureusement, à côté de ça, sa durée de vie est limitée à 12 heures et ça se voit visuellement. Car par un excellent travail de maquillage et de prothèse, on voit petit à petit la décomposition physique de Mortis à mesure que l'enquête avance. Malgré tout, j'aime beaucoup la philosophie du personnage qui, même s'il se sait condamné, il décide de poursuivre la mission jusqu'au bout avec son acolyte comme si la mort ne lui faisait plus peur. En même temps, il y vient, il sait à quoi ça ressemble mais ça l'inquiète pas plus que ça. Ce qui compte pour lui, c'est de réussir à mettre hors d'état de nuire celui qui cause les braquages et qui ressuscite les morts pour ses desseins personnels. Alors je renonce à cette chance. Rebecca, c'est mon job. Ton job? Ah oui, n'as-tu donc rien dans la tête? Tu as passé 10 ans de ton existence à courir les rues, à risquer ta peau, et maintenant tu es mort, et ça ne te suffit pas? Moi, je crois que j'aime assez recevoir des punitions. Et qui dit buddy movie dit forcément duo de flics. Et on doit avouer que l'alchimie entre Treat Williams et Joe Piscopo, doublé d'ailleurs par Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, marche à merveille à l'écran. Aussi bien dans leur interaction que dans l'humour. Les blagues peuvent paraître débiles par moments, mais elles restent en accord avec le ton bon enfant du long métrage. Les punchlines font mouche et les répliques font sourire, ce qui confirme la bonne VF de l'époque. Bonjour, police, détective Mortis et Bigelow. Désolé d'interrompre ton érection, vieux, mais on voudrait parler avec le responsable de ces laboratoires. Outre l'aspect drôle et bête du film, son autre réussite provient des effets visuels et des maquillages. J'avais parlé précédemment de la dégénérescence du corps de Roger Mortis qui était assez impressionnante à mesure que le film avance. Mais je tiens également à mettre en avant la scène où nos héros vont dans un resto asiatique et où, avant de s'échapper, Monsieur Tuleux, interprété par le légendaire Keye Luke, vu dans Gremlins, ressuscite les animaux de l'endroit pour attaquer le duo. Des effets pratiques assez bluffants dans les mouvements des créatures. Juste le fait de voir les flics affronter des canards laqués, des poulets ou encore un gros bœuf sorti tout droit du congèle vaut à lui seul l'intérêt du visionnage. Sans oublier la décomposition de l'héroïne visuellement malaisante encore aujourd'hui avec les membres qui tombent petit à petit et pratiquement sans coupe. Des effets spéciaux de qualité dus à l'excellent boulot de Steve Johnson, responsable entre autres de ceux du Loup-garou de Londres, Vidéodrome, Men in Black ou encore Blade 2. Ce n'est pas spécialement effrayant mais juste ce qu'il faut pour rendre les scènes bien glauques. Certes, pour un premier film, Mark Goldblatt ne fait pas spécialement preuve d'une patte reconnaissable dans la mise en scène, mais il compense ses défauts par un vrai sens du rythme, les 1h20 passent crème, de l'action décomplexée, un choix logique dans les plans transposés à l'écran, mais surtout une vraie maîtrise dans le montage et l'enchaînement des scènes, ce qui est normal puisqu'à la base il est monteur. Une comédie bien gore où nos deux flics se prennent pour les cousins lointains de Starsky et Hutch en mode je me la pète et je te fais tout exposer pour le plus grand plaisir des amateurs d'actionneurs bourrins des 80s, avec une dose de fantastique en plus. Un film d'horreur post-moderne qui servira à transcender le registre du mort-vivant pour la décennie suivante alors que celle où sort le film commence à faire le dos rond à la créature. Une nouvelle approche semble nécessaire pour questionner la paternité du monstre dans le genre qui sera bloqué dans ses certitudes, notamment aux États-Unis avec ses suites et ses remakes à répétition, et où le renouveau sera finalement trouvé à l'étranger, en Italie avec De la Morte et De la Mort de Michele Soavi, la Nouvelle-Zélande avec Branded de Peter Jackson, voire encore plus loin dans les années 2000 en Angleterre avec Shaun of the Dead d'Edgar Wright. Ce qui veut dire qu'en 15-20 ans, idéologiquement,
politiquement et cinématographiquement parlant, la figure du zombie, aux États-Unis en tout cas, n'a pas évolué. Il a fallu qu'ils se mettent à sprinter comme Usain Bolt dans 28 jours plus tard ou l'Armée des morts pour en avoir une nouvelle vision. Complètement conscient de flirter avec des concepts grand public, tout en s'évertuant à prendre du recul dans les thématiques propres au cinéma de genre, Flic ou Zombie garde un certain classicisme dans l'épouvante, ne serait-ce que par la présence de Vincent Price dans l'un de ses derniers rôles, qui représente la quintessence d'un certain âge d'or de la série B. Un film d'horreur à la fois burlesque et cynique, à l'univers créatif, à travers des personnages certes caricaturaux, mais bizarrement attachants, et doté d'une écriture bien moins bête qu'elle en a l'air. L'aspect policier ne prenant jamais le pas sur l'épouvante, les deux sont traités d'égal à égal, permettant à Mark Goldblatt de ne prendre à aucun moment les genres de haut, tout en arrivant à les renouveler par d'excellentes idées aussi bien visuelles que narratives. Comment ils font? Hey, j'en sais rien, chez les bonnes femmes, c'est naturel. Et même si on peut regretter que la deuxième partie ne soit pas à la hauteur de la première par son final légèrement décevant et ses enjeux trop vite expédiés, il aurait peut-être fallu rajouter 10-15 minutes en plus, Flic ou Zombie nous ressort une action débridée et rondement menée avec une ambiance cool et fun typique de son époque. Un divertissement au rythme soutenu et au charme bien réel, aux blagues potaches, mais à un respect sincère des codes propres au genre que le cinéaste investit à l'écran. Atteinte à la sécurité des biens et des personnes, plus enfreinte au règlement sur les armes. C'était moi, pas Bigelow, monsieur. Manque de respect envers un supérieur. Et insolence dans toutes vos remarques. Ça, c'était moi. Et 18 contraventions rien que pour ce mois-ci. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Pur produit d'exploitation des 80s, Flic ou Zombie est un concentré de fun où si vous êtes lassé de voir des invasions de zombies qui se ressemblent tous, surtout ces dernières années, jetez-vous sur ce petit actionneur zombiesque sans prétention, sans temps mort et qui donnera exactement ce que les amateurs du genre attendent de ce type de film. Des explosions, des gunfights, des acteurs au top et des zombies qui attaquent nos héros à la mitraillette, voici le cocktail décomplexé à la bonne humeur communicative auquel on ne voit pas le temps passer. Si vous êtes friand de la zombie comédie à la créativité constante, ce film se doit d'être dans votre collection car il dispose de tous les ingrédients dont vous demandez. À se mater tranquille entre potes avec pack de binous et pizza si vous voulez vous faire une bonne petite soirée horrifique. Flic ou Zombie est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Flic ou Zombie, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Tu aimes les comédies? Tu aimes les zombies? Ce film est fait pour toi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.